La Russie affirme savoir qui est derrière les attentats qui les ont frappés la semaine dernière. Dans une interview accordée à des médias russes, Sergei Lavrov, que vous connaissez tous, qui n'est autre que le ministre en charge des Affaires étrangères de la Russie, affirme dans cette interview-là que la Russie sait qui les a attaqués. Et donc, sans le dire directement, son message est clairement dirigé vers l'OTAN, pour ne pas dire les pays occidentaux, parce que la Russie les soupçonne, eux, d'avoir commis cet attentat-là sur son territoire et que ils se sont empressés pour annoncer à travers leurs médias, à travers leurs hommes politiques, comme quoi ce serait l'EI qui serait derrière, l'EI que vous savez tous qui serait derrière ces attaques ignobles. Et donc, la Russie dit pourquoi, Sergei Lavrov, il dit pourquoi lorsque les gazoducs Nord Stream 2 avaient été attaqués, personne ne s'est empressé de leur dire tout de suite qui était derrière. Et que les enquêtes que eux-mêmes ils avaient demandées, les pays otaniens avaient décidé de mener les enquêtes eux-mêmes. Et bien qu'ils aient mené des enquêtes ou des pseudo-enquêtes, après, chacun disait qu'il savait le résultat d'une manière ou d'une autre, qui avait le résultat mais les résultats n'ont jamais été publiés, les résultats des enquêtes n'ont jamais été publiés. Pourquoi ça n'a pas été publié? Eh bien, nous le savons tous, parce que quelque part, la main qui était derrière, si on devait dévoiler cette main-là, qui avait perpétré, on va dire quoi, le sabotage de ces gazoducs-là, ça allait peut-être créer un autre problème dans le monde entier, c'est-à-dire une autre guerre probable. Et donc, c'est en cela que les résultats n'ont jamais été publiés. Et aujourd'hui, un attentat qui se perpétue sur le sol russe, tout de suite, tout le monde sait qui a perpétré cela. Et la Russie, ne s'étant pas pressée pour se prononcer là-dessus, a pris son temps à y mener ses enquêtes. Aujourd'hui, Sergei Lavrov, à travers cette intervention, nous dit clairement qui est derrière ces attentats-là. Et je l'ai bien dit tout à l'heure là, sans vouloir le dire directement, c'est pour nous dire directement qui est derrière ces attentats. Ce serait probablement le monde occidental. Et pourquoi ils sont allés faire cet attentat-là, ou du moins ont soutenu cet attentat-là dans une moindre mesure, c'est tout simplement pour peut-être provoquer une réaction des populations russes vis-à-vis de leurs dirigeants. Oui, parce que on sait un peu qu'il y a une sorte d'essoufflement qui se fait ressentir au niveau de l'Ukraine actuellement, une sorte d'essoufflement qui se fait ressentir même au niveau des apports, des contributions, des apports en termes de soutien, des apports en termes de matériel militaire, en termes de financement. Il y a une sorte d'essoufflement des pays membres de l'OTAN qui avaient commencé cela depuis le début de la guerre. Mais il est arrivé un moment où ils sont un peu essoufflés et ils ne veulent pas le dire clairement. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on voit les interventions des uns et des autres, surtout de Macron, qui fait en sorte que les opinions se préparent, parce que il est arrivé un moment où il n'est pas possible de reculer. Il ne serait pas possible pour eux de faire demi-tour, machine arrière. Et donc, faire machine arrière signifierait qu'ils auraient perdu face à la Russie avec tout ce brouhaha que nous avons entendu depuis le début de cette crise. Et la Russie est faible, la Russie n'a pas d'armée, la Russie n'a pas d'armes. Ce sont des vieux trucs qu'ils utilisent sur le front. Poutine est malade, Poutine est ci, Poutine est ça. Et aujourd'hui, s'il advenait que eux, ils devaient reculer, s'il advenait que eux, ils devaient dire, bon, ok, on va passer à la phase des négociations, ce serait une sorte de honte, ce serait une sorte de honte à la face du monde entier. Ce serait comme une déculottée qui ne dirait pas son nom. Et donc, pour ne pas arriver à ce point-là, quelque part, ils essaient de préparer les esprits afin que si d'aventure cette guerre déclenchait et que les esprits se soient prêtés à l'accepter, à l'accueillir, parce qu'ils auraient annoncé ça à l'avance. Et donc, c'est un peu ça dans cette logique que nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous, les Africains, qui sommes sur le continent africain,
Il y a eu des guerres chez eux où nous avons participé, nos grands-parents sont allés participer, des gré ou de force, ils sont allés participer pour défendre des terres qui ne sont pas des terres africaines. Aujourd'hui, si ça arrive qu'ils déclenchent une guerre entre eux là-bas, qu'ils se débrouillent pour régler leur guerre entre eux là-bas. Ils ne pourraient pas compter du tout sur nous en tant qu'Africains, comme Cher à Canon, comme l'ont été nos grands-pères, nos arrière-grands-pères pour les guerres passées. Il est hors de question que nous aussi, notre génération-là, accepte d'aller mourir pour d'autres personnes qui n'acceptent pas de mourir pour nous, jamais, qui nous ont... On ne va pas revenir sur l'histoire. Voilà, pour ceux qui savent l'histoire de l'Afrique, savent comment les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'ils doivent se faire la guerre entre eux là-bas, ça les regarde. Parce que quand nous, on a nos guerres ici, là, on se débrouille entre nous. Voilà, on se massacre entre nous. Quand Thomas Sankara l'avait dit dans un de ses discours, quand un Africain achète une arme, ce n'est pas contre un Asiatique, ni contre un Européen, encore moins un Américain, mais surtout contre un Africain, son frère africain, pour le tuer. Pourquoi? Pour des futilités. Pourquoi? Pour des intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'Afrique est dans une sorte d'éveil de conscience, de prise de conscience, et est en train d'essayer de prendre son destin entre ses mains. Et donc, ce n'est pas le moment pour nous d'aller nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ils savent comment ça a commencé, ils vont se débrouiller pour trouver des solutions jusqu'à ce qu'ils puissent mettre fin à cela. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout comme un seul homme. Partout en Afrique, c'est le même état d'esprit. Il y a encore quelques renégats, quelques pays où des gens, des rescapés de ces anciennes dynasties, ces anciennes générations de gouvernants-là sont encore au pouvoir. Mais cela ne saurait tarder avec l'abnégation, la combativité, la détermination de cette jeunesse africaine qui tient coûte que coûte à prendre son destin en main et arrêter d'aller mourir en mer et arrêter qu'on nous traite de continent affamé, arrêter qu'on nous traite de continent qui ne vaut rien, arrêter cet esprit-là que nous sommes des mendiants. Et donc cette jeunesse-là en a gros sur le cœur et a envie de découdre avec le monde entier pour pouvoir s'en sortir, ne plus dépendre de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui montrent des exemples tels que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et aussi le général Tiani. Avec l'élection que nous avons vue au Sénégal dernièrement, nous espérons que cette jeunesse qui vient de prendre le pouvoir là, oui, parce qu'ils sont jeunes, bien sûr ils sont jeunes, cette jeunesse qui vient de prendre le pouvoir là, nous espérons aussi les voir poser des actes qui iront dans le sens de l'émancipation véritable de leur pays, de la souveraineté, de la récupération de leur identité, de la récupération de leur dignité vis-à-vis de ceux que nous ont spoliés depuis des siècles. Donc nous espérons qu'ils iront dans le sens là. Nous ne les appelons pas forcément pour qu'ils viennent se joindre à nous au niveau de l'AES, non. S'ils peuvent, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, tant pis. Nous avons déjà pris notre train et celui qui veut nous rejoindre, il va monter dans le train. Le train ne va pas s'arrêter. Le train AES, il s'en va. Et ceux qui vont nous suivre, qui viennent nous suivre. Nous ne ferons pas machine arrière pour nous remettre encore dans les cordes de la CEDEAO. Et cette CEDEAO que nous savons est tenue par des puissances extérieures. Et donc, aujourd'hui, si éventuellement Zelensky demande, il a demandé des armes, bien sûr, et actuellement entre le Congrès et la Chambre des représentants, les républicains et les démocrates, il y a un blocage pour ne pas débloquer ce que Biden a voulu qu'on apporte comme soutien supplémentaire à l'Ukraine. Et donc, étant bloqué, on accuse les républicains de vouloir faire échouer le projet de soutien à l'Ukraine qui viserait bien évidemment, comme ils l'ont dit au début, de déstabiliser la Russie et de mettre l'économie russe par terre. Malheureusement, c'est, on va dire quoi, effet boomerang que nous sommes en train de constater au fur et à mesure que le temps avance. Et une guerre contre l'Ukraine, pardon, autant pour moi, une guerre déclenchée contre la Russie serait carrément une guerre mondiale. Mais mondiale, excepté l'Afrique. Ceux qui veulent les aider, iront les aider, mais pas les Africains. Jamais, plus jamais. Ça, c'est fini à jamais. Nous allons rester chez nous, nous allons nous développer petit à petit. Peace and love. Vive l'Afrique. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ce numéro.